Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Donc vous étiez hier à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu le Premier ministre déclarer que plus personne ne viendra du Brésil en France. On écoute Jean Castex. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Je dois bien vous avouer que j'ai été un peu surpris parce que lundi matin, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, était à votre place. Et à la question « Est-ce que vous interdirez les vols en provenance du Brésil ?», Jean-Baptiste Djebbari a répondu « C'est impossible. Nous ne le pouvons pas. » On l'écoute. Nous avions, avant la pandémie, environ 50 000 personnes qui arrivaient par semaine à Roissy. Aujourd'hui, c'est 50... Du Brésil ? Du Brésil, oui. Bien sûr, du Brésil. Aujourd'hui, c'est 50 par jour. Pourquoi on a gardé ces lignes ? Parce que c'est imposé par le droit. Vous savez que le Conseil d'État nous a dit que les ressortissants français et les résidents en France, au nom de la liberté de circulation, devaient pouvoir continuer à venir. Lundi, c'est imposé par le droit et mardi, il est possible de les suspendre. On est un peu perdu parfois. Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux cas de figure. Il y avait la question, évidemment, des Français qui sont établis hors de France, résidents à l'étranger, mais qui sont français et qui ont besoin aussi de pouvoir revenir. Quand on parle de motif familial impérieux, ça concerne autant ceux qui vivent sur le territoire français que ceux qui vivent à l'extérieur de nos frontières. Et donc, il y avait cette précaution qui existait de se dire, évidemment, il faut aussi que nos ressortissants puissent rentrer. À partir du moment où on voit qu'il y a beaucoup trop de risques à avoir encore ces vols avec le Brésil, alors je crois que le Premier ministre a pris la seule décision qui s'imposait, c'est de dire on suspend. On suspend, ça ne veut pas dire qu'on arrête, évidemment, sur une très longue période. On suspend jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Ça peut être long. Ça peut être long, mais tant qu'il y a un risque pour la santé de nos compatriotes, qu'il y a un risque pour les Français, pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont établies en France, alors on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc ça aurait pu être fait avant. Je crois que c'est fait à partir ça du fait moment un petit moment que mais à partir ça du tourne. moment où les autorités de santé ont considéré que le risque était trop important par rapport à la nécessité de pouvoir maintenir ces lignes, notamment pour les Français de l'étranger. Et je peux comprendre aussi l'émotion des Français qui sont établis hors de France et qui souhaitent aussi pouvoir rentrer tout simplement chez eux. Mais de fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire courir ce risque à la population qui est au sein de nos frontières. Et Jean-Baptiste Djebbari disait « nous n'avons pas le droit », c'était un excès de langage, ça n'est pas juste. Vous pouvez le faire. Il y a une décision qui, de toute façon, a été prise par le Premier ministre. Donc, mais le Conseil d'État avait dit c'est pas possible. Je crois que si le Premier ministre prend cette décision, c'est qu'à la fois juridiquement elle est possible et que surtout sanitairement elle est souhaitable. Pourquoi je m'attarde là-dessus ce matin? Parce que le problème peut se poser pour le Chili, l'Argentine, tous les pays d'Amérique latine qui sont soumis, hélas pour eux, à une pression terrible. Le virus se propage beaucoup. Et puis, tout à l'heure dans la matinale d'LCI, c'était noté, quand vous venez de Brasilia en avion, de Montevideo, vous arrivez aux Pays-Bas. Et puis après, vous arrivez à Paris. Donc la mesure n'est pas suffisante si on commence à raisonner en termes de risque. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? La mesure, de toute façon, c'est en effet l'appréhension du risque sanitaire qui serait encouru par les personnes qui sont établies en France et donc la question des frontières. D'où à la fois non seulement l'enjeu de frontières européennes, mais aussi de frontières nationales sur la manière avec laquelle on doit pouvoir contrôler les flux et contrôler les personnes qui arrivent en France. Encore une fois, parce que c'est un enjeu de protection sanitaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas fermer davantage ? Non, mais les aéroports, les provenances, est-ce que si on commence par le Brésil, est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la logique ? Tous les pays d'Amérique latine doivent être concernés. Je vous en parlerez à Jean-Luc Mélenchon quand vous l'inviterez, qui lui mais alors Jean-Luc Mélenchon, alors vous le dites, parce que lui, absolument. En Amérique du Sud faire campagne électorale. Moi, peu à la surprise générale, quand il reviendra, on lui demandera. Mais là, c'est à vous que je pose la question. On verra dans quelles conditions il peut revenir, justement. Vous pensez qu'il vaut mieux qu'il reste là-bas ? Vous parlez de la situation politique de notre pays ou de la situation sanitaire? De la situation de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je trouve qu'il y a une forme d'indécence. Je l'évoque juste là parce que, de fait, quand on est en train de dire justement à des Français qui sont établis au Brésil que pour l'instant, ils ne pourront pas revenir pour des raisons sanitaires et que vous avez un futur candidat à la présidentielle qui part en Amérique du Sud dans des conditions... Alors qu'encore une fois, on a des Français qui aujourd'hui ne peuvent pas faire plus de 30 km pour aller voir leur famille. Je trouve qu'il y a juste quelque chose d'indécent. Et puis, en moment même, d'ailleurs, on examine la loi climat et on nous dit qu'on n'en fait pas assez sur la question de l'aérien.
Bref, je mets ça à part. Mais c'est sur la question sanitaire... Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut interdire tous les vols à partir de l'Amérique latine? Non, il faut évaluer la situation sanitaire pays par pays. Si demain, on a la même configuration qui se pose avec le Chili ou que vous évoquez, alors la même décision s'imposera. Mais pourquoi elle n'est pas prise? Et si on voit que la situation s'améliore au Brésil, alors ce sera levé. Et voilà, je pense qu'il faut le faire au cas par cas, parce qu'encore une fois, ce sont aussi des situations qui sont douloureuses. Ce sont des Français, souvent, qui sont établis dans ces pays et qui veulent tout simplement pouvoir revenir. Enfin, je pense que vous connaissez comme moi un certain nombre de nos concitoyens qui ont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont partis vivre à l'étranger, qu'ils n'ont pas vu depuis plus d'1 an. Ce sont des situations familiales qui sont douloureuses. Et donc, il faut aussi penser à celles et ceux qui sont partis s'installer à l'étranger. Et je crois qu'il faut avoir cette précaution-là. Après, encore une fois, le sanitaire et la sécurité sanitaire des Français devra toujours prévaloir. Ce n'est pas ce matin que vous l'entendez pour la première fois sans doute, Aurore Bergé, mais on a toujours l'impression qu'il y a un petit temps de retard. Certains disent une guerre de retard. Enfin, on a toujours l'impression qu'on court après les événements. Non, mais on aime bien aussi en France considérer qu'on est en retard. On aime bien aussi en France Vous n'avez pas ce sentiment parfois? Mais moi, j'ai le sentiment qu'hier, on a vacciné 453 000 personnes. Et ce n'est pas un sentiment, en vérité, c'est une réalité. C'est la réalité. Donc je veux bien qu'on parle des sentiments ou des opinions. On peut parler des faits. Et les faits, c'est 453 000 personnes qui ont été vaccinées dans notre pays hier. Et donc une campagne de vaccination dans laquelle les Français ont confiance, malgré des réticences qui peuvent encore exister parfois sur certains types de vaccins. Au final, les Français viennent et on voit bien qu'ils attendent plus de se faire vacciner, qu'ils ne considèrent qu'il y a un risque à se faire vacciner. Et d'ailleurs, ils ont raison. Tous les médecins le disent, les pharmaciens, les aides-soignants, les infirmiers. Et je crois que c'est ça dont il faut se féliciter. Les faits, hier, l'Assemblée nationale, vous avez voté pour, a décidé que les élections régionales se tiendraient les 20 et 27 juin prochains. Après de multiples consultations, après des déclarations contradictoires, le gouvernement a proposé cela aux députés après avoir donné le sentiment de poursuivre un but qui n'était pas avoué, embêter l'opposition, on ne sait pas trop. Mais c'était une telle évidence que partout ailleurs en Europe, les élections s'étant tenues, elles devaient aussi se tenir en France à l'échéance. Est-ce que là aussi, vous ne regrettez pas le sentiment d'un certain désordre qui s'est installé? Moi, je ne regretterai jamais qu'il y ait un principe de précaution qui puisse exister et prévaloir dans notre pays et qui fasse qu'à partir du moment où vous avez un risque sanitaire qui reste extrêmement important, alors on se pose toutes les questions et qu'on consulte toutes celles et ceux qui vont ensuite mettre en application. On ne peut pas d'un côté nous dire qu'il y aurait une forme d'arrogance dans la gestion de la crise et dans le même temps nous reprocher d'avoir consulté les élus locaux, les maires, parce que c'est eux demain qui vont venir ouvrir des salles de classe et des gymnases pour que ça devienne des bureaux de vote et faire en sorte que chaque Français puisse aller voter en toute sécurité. C'est eux qui vont aider au recrutement des assesseurs. Mais c'était évident que les élections devaient se tenir à cette date-là. Vous vous souvenez aussi qu'il y a 1 an, on avait des élections municipales, qu'elles ont été évidemment bousculées par la crise sanitaire, que beaucoup d'élus ont été à ce moment-là ont contracté le Covid. On a beaucoup de maires qui l'ont contracté notamment. Et donc c'était légitime aussi qu'on se dise qu'il fallait, à la fois pour la vitalité démocratique et le risque fort ou plus élevé d'une abstention qui est déjà importante dans notre pays, on a bien vu les incidences que ça avait eu au moment des municipales il y a 1 an, et au regard aussi du risque sanitaire, encore une fois, qu'on prenne le temps d'une consultation. Enfin, on ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. Et c'est ça un peu, moi, qui parfois m'interpelle dans la manière avec laquelle on parle de la gestion de la crise. Encore une fois, on a juste dit, on consulte les partis politiques, ce qui est normal, tous les partis politiques de notre pays. L'association. Oui, mais l'association des maires de France, qui a donné une réponse. Oui, mais puis après, on consulte les maires. Mais très bien. Et là, l'association a dit, mais ce n'était pas la peine de nous consulter. Pourquoi l'association des maires de France a donné une réponse sans consulter ses membres? C'est peut-être ça qui devrait nous interpeller. Est-ce qu'elle les représente? Vous ne consultez pas chaque Français pour faire un vote? Mais attendez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une représentation. Non, mais c'est une représentation. Mais il y a une diversité aussi de territoires. Il y a une diversité d'élus. On a 35 000 communes dans notre pays. Rien que moi, dans ma circonscription, c'est 51 communes. Oui, et vous les représentez? 30 000 habitants à 150 000. Et vous les représentez? Vous les consultez pas tout le temps? Typiquement les maires, si, évidemment, notamment sur les décisions qu'on a à prendre et qui les concernent directement. Et encore une fois, au bout du bout, les 20 et 27 juin, à partir de 8 h du matin, il va falloir que n'importe quel Français puisse entrer dans un bureau de vote en se disant qu'il n'y a aucun risque sanitaire à y aller, qu'il y a une totale sécurité aussi et fiabilité du vote qu'il fera. Et donc, ça veut dire qu'il faut des élus, qu'il faut des assesseurs, qu'il faut des scrutateurs. Et c'est ça qu'on doit pouvoir garantir aux Français. Avoir pris 48 heures supplémentaires de consultation pour demander aux maires leur avis,
Je crois que ça, c'est plutôt un bon signe démocratique. Vous l'avez peut-être lu dans Le Parisien ce matin, mais sur ce sujet, je vais lire une phrase qui est inscrite dans le journal. On a parfois le sentiment de ne pas vraiment savoir qui est le pilote dans ce merdier. Je suis désolé pour la grossièreté. Maugré, un ministre influent. Je ne sais pas qui est le ministre influent qui parle dans ce qu'on appelle des off. Je ne vais pas commenter ce qui n'est pas une phrase. En vérité, c'est un off. Donc je ne sais pas qui le dit, dans quel cadre. Est-ce que c'est un merdier, pour reprendre l'expression? Qui n'est pas ni à vous ni à moi. Je vous confirme qu'encore une fois, les Français à la fois, parfois, peuvent être agacés de la situation, peuvent considérer qu'il faudrait faire différemment, mais nous disent tout de suite après, en vérité, personne ne ferait mieux et vous faites du mieux que vous pouvez. Et je crois que ça, tout le monde a bien conscience à un moment des moyens colossaux qui sont mis en place par l'État pour soutenir nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, le monde de la culture et la logistique exceptionnelle qui s'est déployée sur la question des vaccins et sur le fait que vous avez 1700 centres de proximité qui sont à disposition des Français pour se faire vacciner. Après, encore une fois, sur la question des élections, qui, à mon avis, honnêtement, n'est pas la question principale que nous posent les Français en ce moment. Non, bien sûr. Je veux dire que je n'ai pas été assaillie de demandes, de SMS ou de mails en disant « je veux absolument voter en juin ». Par contre, je pense que c'était important que ça puisse être garanti, mais que ça puisse l'être dans des conditions à la fois de vie démocratique et des questions sanitaires. Parce que, encore une fois, les régionales et les départementales, ce n'est pas uniquement le jour du vote, c'est tout ce qui se passe avant. C'est garantir qu'on puisse tout simplement faire campagne et que les Français puissent voter en ayant le choix et en connaissant les différents candidats qui se présentent à eux. Sur la priorité des Français, vous avez raison, ça n'est sûrement pas les élections. Il y a la gestion de la crise, la sortie de crise aussi qui commence à exister. Demain, plusieurs ministres se réuniront autour du président de la République pour évoquer l'ouverture probable de certains lieux de rencontres, les cafés, les théâtres, les cinémas. Que ce soit notamment les lieux de culture, qui pour certains d'entre eux sont fermés depuis de très nombreux mois et qui souffrent aussi de cette situation, parce que la culture, elle n'existe que parce qu'il y a un public. Donc la question, elle n'est pas uniquement de trouver des nouvelles formes de culture, elle est de retrouver les publics, et puis évidemment, les cafés, les restaurants. Je crois que c'est une priorité qu'on doit pouvoir avoir. Et dans la perspective de cette sortie de crise, on apprend qu'un cercle d'économistes autour du Premier ministre préconise d'abandonner la règle des 3% parce que ça correspond à un monde d'avant. Le monde de demain nécessitera davantage d'investissements publics et il ne faut pas gérer le budget après comme on le gérait avant. Et il faut s'affranchir de ces règles qui sont souvent vécues des contraintes insupportables et on entend ça dans le débat assez souvent. Est-ce que vous seriez favorable à une évolution de la gestion des finances publiques et à une possibilité de faire davantage de déficit encore que nous n'en faisons ? Là, on a pris une décision depuis un an qui était de toute façon assumée de dire qu'on acceptait que du déficit puisse être créé parce qu'on avait une gestion de crise. Et la note est salée. Mais c'est pour la suite. Mais je crois que ça, c'est une vraie décision politique. On aurait pu faire un choix différent. Et en vérité, vous le voyez bien aussi, sur un certain nombre de pays qui ont eu des réouvertures plus tôt que les nôtres, c'est aussi pour cette raison-là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens budgétaires d'assumer un soutien à leurs industries, à leurs entreprises, à leur commerce ou au monde de la culture. C'est la suite. Sur la suite, je pense que ce sera d'ailleurs l'un des thèmes évidents pour moi de la campagne présidentielle. La question à la fois de la dette liée au Covid et sur la manière avec laquelle cette dette doit pouvoir aussi être résorbée et être payée. Est-ce qu'il faut s'affranchir des déficits? C'est ça la question. Ça n'existe pas, s'affranchir totalement des déficits pour des raisons évidentes, monétaires, de la capacité d'emprunt, ce que la souveraineté est tout simplement monétaire. Le dialogue avec nos partenaires de l'euro. Et évidemment nos partenaires. Donc c'est pas une piste. La question, de toute façon, elle ne peut pas exister juste au niveau français. On ne peut pas dire au niveau français qu'on va s'exonérer de toutes les règles qu'on a nous-mêmes mises en place. Parce qu'à un moment, ce n'est pas un monstre froid qui a mis en place certaines règles à Bruxelles. C'est la France et l'ensemble des pays de l'Union européenne qui a choisi de se doter de règles communes. Et donc on ne peut pas s'en affranchir seul. Par contre, est-ce qu'on peut les rénover? Oui, la France va prendre la présidence française de l'Union européenne. Et je crois que ça peut être aussi une des questions que nous, on peut pouvoir porter au niveau européen. C'est-à-dire s'affranchir de la règle des 3% et fixer une autre barre. Considérer qu'on a une période de crise qui va durer, on le voit bien, encore une fois, la crise, elle ne va pas s'arrêter à partir du moment où progressivement la vie va reprendre, parce qu'il va falloir, encore une fois, gérer l'après-crise. Il va falloir aussi continuer à accompagner les entreprises. On a eu moins de déficit en 2020 qu'en 2019. Pas de déficit, mais moins de faillites. On a eu moins de faillites d'entreprises en 2020 qu'en 2019, ce qui est une bonne chose pour les entreprises, ce qui a presque un caractère anormal. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir anticiper et accompagner sur un moyen et un long terme nos entreprises. Est-ce que ça peut justifier que ce débat existe? Oui. Pour terminer,
Le Sénat a voté hier ou avant-hier la loi sur le séparatisme. Oui. Il a introduit une disposition de loi dans la loi sur laquelle j'aimerais vous entendre. Le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, explique pourquoi, selon lui, il ne faut pas permettre aux maires qui font des sorties scolaires, des accompagnements scolaires, de porter un voile puisqu'elles sont rattachées à la mission de service public. On l'écoute. À l'école, il y a eu une exigence de neutralité, de laïcité particulière. Une sortie scolaire n'a pas de raison d'être si ce n'est pas un acte pédagogique. Tous ceux qui accompagnent cet acte pédagogique participent en effet à la classe, à l'école, et doivent donc s'inscrire dans cette logique d'une école qui est un lieu de neutralité. Donc, pas de voile pour les sorties scolaires, et c'est ce que le Sénat a voté. Ça ne veut pas dire pas de voile, ça veut dire aucun signe religieux. Ça veut dire pas de voile. On va tourner autour du pot. C'est le voile qui pose problème. Mais non, moi, personne ne pose pas de problème. J'ai pas de problème avec une religion, et j'ai pas de problème avec prenons le problème dans son entier. Pas de signe religieux. Est-ce que vous seriez favorable à ce que le gouvernement accepte cette disposition votée par le Sénat? Déjà, c'est pas le gouvernement qui doit accepter. Il y a une commission mixte paritaire. Oui, déjà, dans une commission mixte paritaire, le gouvernement, il ne siège pas. Non, mais enfin, c'est quand même lui qui dit aux parlementaires de la majorité, oui, alors, non. Excusez-moi, mais permettez-moi de penser que sur un certain nombre de sujets, notamment celui-ci, les parlementaires peuvent aussi avoir leur propre voix et leurs propres convictions. Cette question-là, on l'a eue déjà au moment du débat à l'Assemblée nationale et on n'avait pas choisi cette direction-là. Vous connaissez mes convictions sur les enjeux. Maintenant que cette proposition est faite, qu'est-ce que vous souhaitez ? Écoutez, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que oui ou non, on considère qu'une sortie scolaire, elle est sur du temps scolaire obligatoire et donc que ça rentre dans le cadre finalement presque des enseignements le sénateur dit que oui. Nationale. Si c'est sur du temps scolaire obligatoire, on peut se dire qu'il y a une continuité pédagogique, une continuité scolaire et que donc les règles qui sont applicables au sein de l'école doivent pouvoir exister. Et donc vous souhaitez que l'amendement du Sénat reste dans la loi? Non, moi je souhaite qu'on ait à nouveau ce débat à l'Assemblée nationale et qu'on l'ait de manière apaisée. Et encore une fois, moi mon sujet, le Sénat l'a voté. Le voile ou pas le voile. Le Sénat l'a voté, donc est-ce qu'il faut le laisser dans la loi ou pas? C'est un débat qu'on aura à l'Assemblée nationale et je ne vous donne pas une réponse définitive parce que j'attends qu'on ait ce débat à l'Assemblée. Parce que votre volonté c'est oui, mais vous comprenez que le gouvernement c'est non, donc non, voilà. C'est beaucoup plus Vous êtes compliqué que ça tiraillé. comme question. Non, c'est plus complexe que ça comme question, notamment sur les questions de laïcité. En ce moment, vous voyez bien les tiraillements qui peuvent exister dans la société. Moi, je pense que la laïcité est une des valeurs les plus protectrices dans notre pays pour l'ensemble des personnes, qu'elles croient ou qu'elles ne croient pas. Je pense qu'il ne faut pas réduire la question de la laïcité à la question du voile. Ça n'est pas le sujet. Encore une fois, moi, je n'ai pas peur d'un voile. On ne peut pas le dire, mais oui. D'aucun croyant dans notre pays. Ce que je veux, c'est juste qu'on ait des règles républicaines qui puissent prévaloir sur les règles religieuses. C'est aussi simple que ça. Merci Aurore Berger d'avoir accepté l'invitation de LCI. Ça donne le ton